Sylvie Robert, rapporteure pour avis des crédits budgétaires. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour ces précisions. C'est vrai que nous sommes à un moment très délicat. Ces dernières semaines, je dirais même ces derniers jours, tout derniers jours, l'espoir renaît puisque nous commençons à entrevoir la reprise progressive de ce qu'on attend, et la Commission culture du Sénat l'a souvent dit, des activités culturelles. Ces derniers jours, vous avez donc précisé avec le Premier ministre ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire la progressivité, etc., etc. Je n'y reviens pas. Je dis que nous sommes à un moment délicat parce qu'il y a beaucoup d'attentes. D'abord, attentes des Français, et je pense que ça, c'est important de le dire. Nous avons été privés de culture pendant 1 an, et je crois que vraiment, cette attente est extrêmement forte. Et du coup, de l'autre côté, des professionnels qui sentent cette attente, qui ont bien entendu et surtout bien écouté ce qui a été dit, et qui, pour certains d'entre eux, je pense, que ce soit en intérieur ou en extérieur, vont très vite, parfois pour certains cette semaine, décider si le 19 mai ou le 9 juin ou fin juin, enfin le 1er juillet, eh bien, ils vont ou rouvrir ou décider de la tenue ou pas de leur événement. Donc je dis, nous sommes à un moment très délicat. Alors je vais me permettre de vous poser des questions peut-être précises, ou en tout cas peut-être des questions qui appellent, en tout cas de ma part, des précisions dans leur compréhension, parce que je pense que c'est important aussi que tout le monde sache vraiment ce qui va advenir de ces événements et de cette reprise des activités culturelles. Alors, je vais commencer par les préfets. Vous avez parlé des préfets, et le président de la Commission a évoqué la territorialisation éventuelle, mais à un autre, donc plutôt fin juin, peut-être des décisions sur la réouverture. Je commencerai par vous dire, vous demander, on sait que les fêtes de plein air, alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs auditions, il y a eu le CNPS, il y a eu, donc on essaie de recoudre, de retrouver, c'est complexe, hein, et nous sommes interpellés, et dans nos territoires forcément, c'est important, les fêtes de plein air, donc l'espace public, à partir du 9 juin, vont pouvoir avoir lieu en configuration debout, mais selon des jauges fixées par les préfets, n'est-ce pas? Alors, dites-moi si c'est exact, et à quel moment, puisqu'il y a des attentes justement de manifestations qui vont se tenir après le 9 juin, à quel moment les préfets vont-ils donc prendre les décrets, parce que là, ça va permettre en tout cas d'accélérer la décision ou pas de la tenue de ces événements de plein air. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais vous l'avez dit dans votre présentation, les préfets vont jouer également un rôle, puisque à partir du 1er juillet, les festivals de plein air, donc en configuration debout, pourront avoir lieu dans la limite des 4 mètres carrés par festivalier. Alors là, vous dites que vous êtes en... C'est vrai que... Je fais une petite parenthèse, mais économiquement, c'est très compliqué pour beaucoup, parce que 4 mètres carrés, on ne sait pas si c'est 4000 mètres carrés avec 1000 personnes, ou alors 4 mètres carrés autour. Et ça, c'est source, si ce n'est d'incompréhension, du moins d'inquiétude. Donc, vous dites que ça va être précisé très, très rapidement, et ça va vraiment, en tout cas, subordonner aussi la décision de certains de tenir leur festival ou pas. Donc, ces festivals seront également, donc, je dirais, examinés par les préfets en fonction des considérations locales. J'imagine donc, mais c'était là, qu'il y aura possiblement, à partir donc du 1er juillet, une territorialisation par les préfets on va dire, de ces configurations de festivals debout ou pas. Alors, est-ce que c'est la jauge qui va changer, enfin, en tout cas, est-ce que, en fonction des considérations locales, ça veut dire, est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que les considérations locales? Au-delà de la question de la reprise de la pandémie, des territoires où il y a le taux d'incidence, etc., c'est pas ça, hein. Donc ça, c'est une autre chose. Et puisque je continue sur les festivals, le pass sanitaire, nous n'en avons pas encore discuté au Sénat, puisqu'il va arriver la semaine prochaine, et je pense qu'on va avoir des débats assez intéressants sur le sujet. Est-ce que le pass sanitaire, puisque par essence, pour les événements de plus de 1000 personnes, il y aura ce pass sanitaire, est-ce que du coup,
est-ce que toutes les règles que je viens d'édicter seront assouplies? Est-ce qu'il faudra, est-ce que du coup le pass sanitaire permettra d'assouplir ces dispositions, voire même les règles de distanciation, etc. C'est-à-dire comment finalement, et c'est ça qui est intéressant, ce pass sanitaire, on voit bien quelle utilité il a, et en même temps, j'aimerais bien avoir pour vous la finalité que vous lui mettez dans ces festivals. Et là, je passe à un deuxième point, qui sont les concerts tests. Alors, je ne sais pas si le concert test du 29 mai va avoir lieu, mais c'est vrai que les concerts tests avaient pour, je trouve, vertu de pouvoir documenter. J'avais bien compris et j'étais tout à fait d'accord avec ce que j'avais entendu, que ce n'était pas le sésame pour organiser les festivals. Ce n'était pas du tout ça, puisque derrière, il y a des équipes médicales qui travaillent justement pour documenter la façon dont on peut justement organiser un festival. Et je trouve assez dommage. Alors d'abord, j'aimerais bien savoir si le concert test du 29 mai va avoir lieu, mais il y avait d'autres, je dirais, c'est un concert en salle. Celui de Marseille est également en salle. Il y en a d'autres qui ont été très documentés en plein air. Là, j'apprends qu'il y en a un autre qui pourrait en tout cas être candidat pour... Que pensez-vous des concerts tests? Alors, je sais que vous n'êtes pas très allante sur ces concerts tests, d'autant que je vous ai entendu, et je comprends, parce que là, on parle de finalité, parler de celui qui a eu lieu à Barcelone, je crois. Mais finalement, êtes-vous pour les concerts tests ou pas? Et quelle vertu y voyez-vous pour pouvoir, je dirais, évoluer ou faire évoluer les dispositions que vous avez dessinées à travers les différents exemples de configuration debout, 1000 personnes, etc. J'ai presque fini, mais je vais quand même évoquer les pratiques amateurs. Alors ce matin, sur une grande chaîne de radio, la question vous a été posée. Les pratiques amateurs, c'est 16 millions de personnes dans ce pays qui, forcément, je pense, n'ont pas pu, pendant un an, pratiquer leur art. Ils n'avaient pas le droit de répéter, à la différence des professionnels. Donc les théâtres, on en a plusieurs, où des équipements ont été fermés. Et donc, ils doivent pouvoir ouvrir, même si leur trésorerie au niveau des associations est quand même assez délicate et difficile. Est-ce que, et vous avez parlé de protocole, quand finalement vont sortir les protocoles, parce que les pratiques amateurs, ce n'est pas comme les pratiques professionnelles, en tout cas, ils vont ouvrir des théâtres, mais ils ne vont pas faire des représentations, ils n'ont pas répété pendant un an. Mais ce qu'attendent beaucoup de nos concitoyens qui pratiquent le théâtre, la danse en amateur, c'est de pouvoir, du coup, repratiquer. Je ne parle pas des enseignements artistiques, hein. Je ne parle pas du tout... je fais bien la différence avec les enseignements artistiques. Et donc, j'aimerais des précisions sur les pratiques amateurs, parce que je pense que ça va aussi contribuer vraiment à la... En tout cas pour nos concitoyens, à repermettre que la vie sociale et culturelle puisse du coup être de nouveau présente dans notre pays. Et enfin, je termine, mais vous y avez répondu dans un autre entretien, je ne sais plus si c'est à l'audition de l'Assemblée nationale, il y a eu des aides de l'État, et je crois qu'on peut se féliciter que le 7 cœurs culturel a bénéficié, je pense, d'aides transversales. Donc je ne les reprendrai pas, on les connaît bien. Et il y a des aides sectorielles, vous en avez en plus évoqué d'autres hier à l'occasion du CNPS. Par rapport à l'évolution, je dis bien à l'évolution de ces aides dans la relance, eh bien, comment voyez-vous l'évolution de ces aides, leur maintien pour certaines d'entre elles, et puis bien sûr... Est-ce que dans la relance, eh bien, il va y avoir forcément des nouveaux critères, ou en tout cas, comment va se mettre en place la relance? J'interviendrai peut-être après sur le plan de relance, mais c'était déjà assez copieux comme ça, comme première demande. Donc, merci beaucoup, Madame la Ministre.